Bonsoir tout le monde, aujourd'hui vidéo sur l'art, plus particulièrement les films et les séries. Alors, je me suis penché sur plusieurs projets pour les analyser. Au début, je voulais débriefer projet par projet, c'est-à-dire de manière individuelle. Puis, je trouvais que c'était trop rébarbatif et en plus, j'avais pas le temps. Donc, au final, j'ai décidé de faire une seule vidéo et de concentrer le débrief de plusieurs projets comme ça. Donc, c'est parti. Alors, je vais pas faire dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que je vais pas commencer par le premier film ou la série que j'ai vue. Je vais commencer simplement par ce qui me vient à l'esprit. Donc, voilà. Un des derniers films que je suis allé voir, c'est Reconnu coupable, Mercy. Donc, Mercy en anglais, ça veut dire la pitié. Ça veut pas dire merci, c'est pas le remerciement, la gratitude comme en français. Donc, vous voyez, ça s'appelle un faux ami dans le langage parce que ce sont des homonymes ou des homophones et la signification de fond n'est pas la même que la forme qui se ressemble. Voilà, petite parenthèse. Donc dans ce film, en fait, on voit un peu les dérives de l'intelligence artificielle. Et ça, je ne l'ai pas encore expliqué par rapport à la justice, mais c'était très important. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, parce que j'avais expliqué qu'il y avait le narratif en justice et qu'il pouvait être modifié, que c'était un peu de la quantique, un peu de la magie, mais il y a aussi les faits. Alors, si on ne se base que sur les faits, on n'a pas ce qu'on appelle un contexte et donc une interaction qui peut modifier l'interprétation des faits. Donc, un fait n'est pas pur de par sa propre existence. Il n'est juste que quand on arrive à déterminer euh, aussi la juste interprétation de ce fait et pas que le fait pur en lui-même. Donc il y a un piège là-dessus, et ça c'est le piège de la robotique, parce que la robotique, elle va prendre un fait et elle va pas contextualiser le fait, elle va juste respecter la règle telle qu'elle. Et par exemple, dans le film iRobot, on voit les dérives auxquelles ça peut mener, cette froideur inerte, quoi, c'est-à-dire morte de l'être, parce que l'être est un, l'être vivant, il se meut, c'est-à-dire qu'il est en mouvement, que ce soit intérieurement ou extérieurement, généralement, sauf pour cas exceptionnels, mais il y a toujours au moins un des deux mondes qui est encore en vie, si les deux sont morts, t'es simplement mort tout court. Et voilà, donc, mais c'est pour faire la petite parenthèse sur ça que faut pas se baser que sur les faits. Et on va voir ça dans ce film, c'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle appelée Mercy, qui juge les cas d'assises, on va dire, et qui décide de la peine de mort. Et donc, c'est ce qui va arriver à un ancien agent de police qui lui-même faisait arrêter des gens qui eux-mêmes étaient condamnés par cette justice artificielle. Mais c'est lui qui se retrouve dans ce cas maintenant. Et donc, il va découvrir les failles de ce système auquel il a participé, parce qu'il est condamné alors que c'est pas lui. Donc lui-même est au courant, mais le problème, c'est pas d'être au courant ou pas d'un truc, c'est de pouvoir le prouver en justice. Et donc, il a des éléments qui sont tous contre lui, parce qu'en fait, on va découvrir tout au long du film, bon, je vous spoil si vous voulez aller le voir, je pense qu'il est plus dans les salles maintenant, c'est quand même assez récent, donc pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, arrêtez la vidéo, comme d'hab, si vous voulez le voir, sinon, voilà, je vais vous spoiler. Donc en fait, au fur et à mesure du film, il a de plus en plus d'éléments qui lui permettent de comprendre que c'est un gars qui l'a fait passer, lui, pour le meurtrier, parce que c'était beaucoup plus probable, voilà, au niveau des probabilités, justement, que ce soit lui. Et donc le gars a renforcé ses probabilités par des fausses preuves pour se disculper lui-même et pouvoir s'enfuir. Et en fait, l'intelligence artificielle va elle-même commencer à se corriger, mais elle est très psychorigide parce qu'elle est beaucoup plus robotique et donc elle veut tenir à ses règles au départ, mais finalement elle va s'humaniser entre guillemets. Et on voit que finalement que la justice humaine peut elle-même se robotiser du fait d'annuler ses propres émotions. Donc on voit cette mise en balance comme ça de la justice à chaque fois quand il manque une partie, c'est-à-dire qu'elle sombre dans un extrême. Les deux extrêmes, c'est quoi? C'est l'effet absolu sans contexte ou les émotions absolues sans fait. Et donc, il faut toujours trouver un juste milieu entre le contexte et les faits. Sinon, on n'arrive pas à la vérité, voilà, simplement. Et ce film le montre très bien. Ce film est aussi euh, futuriste dans le sens où il y a une technologie très avancée dans laquelle on pourrait se retrouver à l'avenir. Et on voit qu'il y a des dérives euh, dont on a été averti par des gens comme Isaac Asimov, par exemple, sur la robotique. Donc que ce soit pour nous en tant qu'humains qui rions vers le robot,
où le robot, étant lui-même, s'éloignant de l'humain, tu vois, et il y aurait des soucis comme ça. On le voit dans Minority Report aussi. Ils arrivent à prédire des futurs alternatifs, mais il y a des prédispositions, des probabilités pour qu'un fait se passe, et donc ils interviennent avant que le fait ne soit commis. Ouais, mais donc, si tu interviens avant que le fait soit commis, c'est-à-dire que tu punis quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Et en fait, dans notre cerveau, on peut se dire non à soi-même, tu vois. Tu peux, je sais pas, être de mauvaise humeur, penser à ça, le truc, puis après tu te recorriges et tu passes pas à l'acte. Mais est-ce qu'on va être condamné pour ce qu'on pense maintenant? C'est ça le truc, tu vois. Et donc, dans Minority Report, on voit aussi les failles parce qu'il y a un trucage de toute cette intelligence artificielle, carrément. Donc, ça va beaucoup plus loin que dans Reconnu coupable. Et là, on voit qu'il y a eu qu'il ne faut pas se fier même à la technologie parce qu'elle peut être retournée par des gens qui la maîtrisent, tu vois, et tournée vers leur avantage. Donc, tu as l'impression que c'est super objectif parce que c'est bien cadré et tout ça, mais en fait, c'est un cadre qui simule l'objectivité et qui est au service d'une puissance subjective. Et ça, c'est très malsain. Ça, on le voit dans Minority Report, justement. Et lui aussi, il va être confronté au même genre de dilemme. Donc, c'est deux films à voir dans le même esprit de la technologie, de l'enquête, on va dire, et de toutes les torsions, distorsions, confusions, etc., qu'on peut avoir dans ce genre de phénomène. Voilà, donc ça, c'est pour le premier film. J'ai particulièrement bien aimé, même si c'est un film spécial, parce que c'est un peu filmé dans le même décor, quasi en permanence. Souvent, il y a des réalisateurs qui aiment bien faire ça, pour jouer plus sur l'esprit et aussi faire l'économie des décors, même si ça alterne un peu entre les deux à un moment donné, mais relativement, le film se passe dans le même décor, et voilà. Petit spoil. Euh, Jeu d'acteur, voilà. J'ai pas trop de choses à dire, c'était plus le fond du film qui m'intéressait ici, que j'en retire sur la technologie. Voilà, donc après Reconnu coupable, de quel film je peux vous parler? De Nuremberg. Alors justement, puisque je parlais des faits, des émotions, on reste dans ce qui relève du procès. C'est un vieux film qui avait déjà été réalisé. Ici, c'est un remake. Et ce remake est avec Russell Crowe, qui joue Hermann Göring, et l'acteur qui joue dans Mister Robot, désolé, j'ai oublié son nom, qui est classiquement connu justement pour ce rôle. Et lui, il joue un psychiatre qui travaille pour l'armée et qu'on a convoqué pour faire une analyse psychologique des officiers nazis, euh, pour pouvoir intenter un procès, parce qu'au départ, il n'y avait pas de procès prévu, parce que c'était des chefs d'État et que le crime de guerre n'était pas encore condamnable. Ça, c'est ce qu'on a l'air de comprendre dans le film. Et donc, ils ont dû mettre en place des procédures internationales pour pouvoir ériger un procès et donc faire condamner les officiers. Alors, tout au long de ce film, d'habitude, quand on parle des nazis, on parle justement de manière déshumanisée et on ne comprend pas trop ce qui est arrivé dans leur façon de fonctionner, etc. Mais je veux dire, ici, c'est un film beaucoup plus émotionnel, je dirais. Le réalisateur a voulu se pencher vraiment sur la psychologie, plus que sur les faits. Donc, on va dire, c'est assez superficiel au niveau des faits. On survole beaucoup. C'est un film qui se passe aussi dans le même endroit en grande partie. Et donc, c'est un film très psychologique. Il y a beaucoup de dialogues. Et on essaye de comprendre ce qui pousse un humain à prendre telle ou telle décision, que ce soit de manière personnelle ou plus collective. Mais je dirais, voilà, c'est un film moyen pour moi. Reconnu coupable, je dirais, grâce à l'aspect technologique qu'ils ont mis dedans, je dirais c'est quand même un film relativement bien. C'est pas un grand classique. Voilà, tu l'as vu une fois, c'est déjà pas mal, deux fois grand max, mais voilà. Nuremberg, je dirais, le nouveau, bah, c'est un film moyen parce qu'ils vont pas en profondeur. Il y a juste un moment donné dans le procès où voilà, le réalisateur a décidé de faire passer des images assez difficiles. Donc, à mon avis, c'est pas tout public. Le film règle pour ces images-là. Mais c'est moyen parce que c'est pas assez profond, en fait. Je trouve que malgré la tentative d'humaniser pour mieux comprendre, il y a quand même une absence de complexe dans la globalité de l'œuvre, parce qu'on délaisse trop à côté pour un autre, encore une fois, et donc je dirais moyen.
Voilà. Alors ici, c'est vraiment ma plus grosse déception, mais j'attendais pas grand-chose parce que je m'en doutais, donc je suis déçu sans l'être, on va dire. Euh, je suis déçu de ne pas être déçu, c'est ça qui m'arrive beaucoup en psychologie, surtout avec les gens qui ont des pathologies. C'est-à-dire que je suis déçu de ne pas être déçu dans le sens, comme je dis, où je m'y attendais. C'est-à-dire que j'aimerais bien être déçu parce que quelqu'un me surprit agréablement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi j'ai un préjugé, et qu'on me montre que j'ai eu un préjugé, et là je suis content, tu vois, parce que ça me permet de me remettre en question et de me grader aussi. Mais je veux dire, déçu d'être déçu, c'est-à-dire je m'attendais à ça, c'est ça qui est sorti. Voilà, c'est le point mort. J'ai pas de trucs qui m'enthousiasme, pardon, on va dire. Voilà, c'est un peu le cas pour ce film. Alors, ce film, c'est quoi? C'est Le Mage du Kremlin. Apparemment, c'est tiré d'un livre. Voilà, je sais plus qui l'a écrit parce que ça m'intéresse pas, je vous avoue, après avoir vu ça. Pour moi, je le dis clairement, je suis désolé, hein, c'est mon avis personnel. Et après, je vais essayer d'argumenter, mais pour moi, c'est une bouse, ce film. Voilà. Et ça, et ça montre bien, et dommage que je le dise après 11 minutes de vidéo, parce que peut-être que des gens seront déjà partis, parce que ça les intéresse pas, parce que là j'entre dans la politique, puisque c'est un film politique, comme Nuremberg d'ailleurs. On entre vraiment dans la décadence occidentale et la chute de Rome. Donc tout le monde parle de chute de Rome, c'est repris partout, mais chaque fois les gens ils reprennent tout comme des trends et ils ont pas d'arguments. Par exemple, moi quand je dis qu'on est en pleine similitude de la chute de l'Empire romain, j'ai des arguments pour ça. Je sais très bien pourquoi je dis ça. Je dis pas ça dans le vide, c'est pas juste un effet d'annonce superficiel. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo entière là-dessus, parce que sinon ça va prendre trop de temps ici. Mais j'en parlerai, je vais faire une vidéo, la chute de Rome, comparée à l'Occident. Je vais vous montrer toutes les similitudes qu'il y a entre leur décadence et celle qui arrive maintenant. Et ce film en est la preuve pour moi. Alors pourquoi? Parce que Le Match du Kremlin, c'est un film sur Poutine, vous vous en doutez bien. Mais c'est tellement une caricature que c'en est plus crédible. Et c'est ça le problème des gens qui veulent en faire trop avec un ego surdimensionné. C'est-à-dire que ils prennent les gens pour des cons, en fait. C'est ça qu'il faut dire clairement. Parce que, en fait, il y a toujours une jauge entre vous et autrui. C'est-à-dire que vous devez toujours essayer de jauger ou situer autrui de manière la plus juste possible, mais vous devez faire ça pour vous-même aussi. Le problème, c'est que quand vous avez un décalage psychologique qui peut aller jusqu'à la psychose, c'est que vous jugez mal autrui ou vous-même. Et par conséquent, vous allez créer une interaction qui sera soit comme ça, il y a pas 36 solutions, c'est soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Et après, c'est que des questions de pourcentage, voilà. Mais je veux dire, c'est soit dans la hiérarchie un plus haut, un plus bas, ou l'inverse, ou alors manière égale, tu vois. Et les contextes font que tu peux démarrer comme ça, puis après, avec la relativisation, bah, tu arrives là et c'est correct. Ou alors tu démarres là, puis après, avec l'anti-relativisation, bah, tu finis là ou là, tu vois. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on voit ce film, on comprend que même au niveau cinématographique, il y a une mauvaise foi, une caricature. Par exemple, dans les médias, je suis désolé de dire ça, mais on a plus parlé de Poutine que du Covid. Je sais pas si vous imaginez la folie, quoi. C'est-à-dire, il pleut, c'est Poutine. Enfin, le niveau de paranoïa, ça montre une forme de psychose et de faiblesse psychologique aussi. Et ne croyez pas que les Russes ne voient pas ça. Ils voient très bien, donc on se ridiculise. Tu vois, c'est comme en art martial, on sait mesurer la force quand on a de l'expérience, tu vois, on sait à peu près situer les gens et tout, donc on sait voir si quelqu'un est fort ou nul, tu vois. Et là, on montre qu'on est nul et on a l'impression de faire le contraire, mais en fait pas du tout, parce que je vais venir au centre du sujet, c'est-à-dire ce film. Par exemple, Poutine, il est incarné par Jude Law. Alors c'est le seul truc à sauver du film pour moi. À part peut-être, voilà, les décors, parce qu'on voit bien qu'il y a un effort qui a été fait sur les décors quand même dans le film, les costumes aussi. Mais par contre, les dialogues, voilà, ça passe moyen, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'idéologie et de la mauvaise foi incrustée dedans. On voit bien qu'on veut caricaturer Poutine à fond. Et comme Jude Law le joue bien, parce que c'est ce qu'on lui demande quand même, parce que c'est un rôle d'acteur, bah là où il perd de son charisme, c'est dans le dialogue, puisqu'on fait dire à Poutine des trucs qu'il n'aurait pas dit, on lui donne une personnalité qui lui ressemble pas. Enfin, tu vois, c'est la caricature, c'est de dire que c'est un patriarche, tu vois, limite d'extrême droite, qui n'a aucune souplesse psychologique et qui veut juste reformer l'URSS. Enfin, vraiment, la grosse caricature. Euh, si ce mec était vraiment comme ça,
jamais de la vie il aurait pu redresser la Russie, d'accord? Donc, c'est pas une question de forcément se plier à son ennemi, entre guillemets, c'est respecter la réalité, tu vois. C'est-à-dire que en boxe, par exemple, si tu montes sur le ring et que tu dis j'ai envie que lui soit nul, c'est une pensée magique, donc maintenant il est nul. C'est-à-dire il a pas de force, il a pas de vitesse et tout. Ouais, ok, quand tu te bats contre lui, tu crois qu'il perd sa force ou sa vitesse ou quoi? Non, bah c'est comme ça qu'on se prend un KO à mi-premier round, tu vois. Tu vas même pas au second round carrément. Pourquoi? Parce que tu as sous-estimé ton adversaire et tu sais pas le regarder tel qu'il est, tu vois. Et dans ce film, c'est ce qu'on voit, c'est la pure caricature et mauvaise foi occidentale. Et donc ce film est une bouse. Moi, je vais pas au cinéma pour voir des trucs abracadabrantesques comme si j'avais 3 ans, tu vois. Parce que ça n'a plus de sens. Comme j'ai dit, la philosophie, elle est dans le relais de la réalité. Après, quand on entre dans la caricature ou l'exagération, ça devient de l'humour. Tu deviens un comique, tu es un clown, tu vois. D'ailleurs, c'est une technique qu'on pourrait apprendre dans les écoles de comédie. C'est vraiment, quand tu veux vraiment faire un truc comique, tu pousses à l'exagération complète ou vraiment la super caricature. Et les gens vont rigoler parce que c'est tellement décalé et dissonant que, voilà, justement, c'est pas crédible et c'est pour ça qu'on en rigole. Donc là, c'est comique l'œuvre qu'ils ont faite, mais c'est moins drôle du fait que des gens sont à des postes sérieux, tu vois, et à responsabilité, et que leurs décisions vont avoir des conséquences très lourdes sur les gens sur qui elles vont découler, tu vois. Et ça, c'est moins marrant, par contre. Tu vois, là, c'est moins drôle. Sur ça, moi, tu vois, moi, je peux rigoler d'un truc qui est dissonant, si je me dis, bah voilà, c'est pas réel et tout, mais quand ça devient réel, ça me fait moins rire, moi. Tu vois, quand des humoristes font des blagues, mais en fait, c'est un fait qu'il est en train de te dire, le mec, c'est un documentaire. Bah, du coup, un documentaire se fait pas rire, tu vois. Donc, moi, quand je vois un truc d'humour et que je vois quelqu'un qui dit un truc vrai, mais sous couvert d'humour, je dis, bah, c'est pas marrant. C'est vrai, tu vois. Donc, ce film-là, c'est ça. C'est vraiment une caricature. Jude Law, il joue super bien. On voit bien qu'il a pris tous les traits de Poutine et il joue bien, mais les dialogues sont pas bons. Tu vois, donc Jude Law perd de son charisme, donc ça, c'est pas bon pour les acteurs. Ça, c'est un truc à bien retenir. Les acteurs, les meilleurs qui sont retenus dans l'histoire, ils choisissent bien leurs films, hein, parce que tu as une réputation à faire, tu vois, et ta réputation finale, ce sera l'histoire de tous les films, tu vois. Alors, c'est pas arrivé que tu joues dans une bouse ou deux ou quoi, personne n'est parfait, tu vois. Euh, Tout le monde dans sa filmographie des meilleurs acteurs, ils ont des bouses, ils ont commencé aussi petits, etc. Voilà, mais c'est comme dans le montage, tu vois, tu gardes pas les scènes foireuses et tout. Et donc, dans ta filmographie, tu dois essayer de rendre le truc correct, quoi. Et donc, ce que je dis là, pour Jude Law, c'est triste, mais ça a boulé dans sa filmographie. Il n'aurait pas dû accepter ce rôle-là, surtout avec la filmographie qu'il a en amont. C'est vraiment faire un flop dans sa fin de carrière, parce qu'il commence à vieillir, Jude Law, quand même. Je dis pas qu'il va arrêter aujourd'hui, mais il est plus tout jeune. Il peut encore continuer longtemps. Il y a des acteurs qui sont allés très loin, genre Sean Connery, Robert Redford ou quoi, mais je veux dire, voilà quoi. C'est pas une bonne idée de faire ça, voilà. Donc, je vais pas trop trader sur ce film. Alors, comme je dis, pour rentrer en profondeur dans pourquoi j'aime pas, c'est parce que simplement, comme je répète, c'est de la caricature. Et si je vais dans le détail, je vais faire 350 heures de vidéo, donc finalement, je vais pas le faire. Je vous le déconseille complètement, mais on voit bien la propagande occidentale. Moi, je dis pas qu'il faut pas se méfier, qu'il faut pas avoir un mécanisme de défense, etc. C'est pas ça que je dis. Je dis, mais c'est aussi se décrédibiliser. Le crédit, c'est de l'argent métaphysique, entre guillemets. C'est de la confiance. Donc, même tes propres alliés, si tu tombes dans la caricature comme ça et le délire, ils vont te tourner le dos. Tes propres alliés, carrément. Parce que si t'as une personne folle à côté de toi qui dit de la merde du matin au soir, tu vois, mais qui n'a aucune cohérence, à un moment donné, tu décroches, tu dis c'est bon, j'écoute plus, je veux faire autre chose, je sais pas quoi, tu vois. Donc finalement, nos médias, ils sont en train de se mettre des balles dans les pieds, ils s'en rendent même pas compte à force d'être autant dans la caricature. Il n'y a plus personne qui écoute, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, en démocratie, il y a un baromètre qui montre très bien que le peuple décroche de son élite, c'est l'abstention. Et ça, on n'en parle jamais. L'abstention, c'est une forme de vote, hein. Ça veut dire quelque chose, l'abstention. Ça veut dire, je ne crois tellement plus à la politique que je ne me déplace même plus, je ne lui fais même plus l'honneur de me déplacer pour lui montrer que je lui accorde de la considération. C'est un comportement qu'on a même pas avec ses ex, si tu veux. Tu vois. C'est genre, ton ex vient, te parle, et tu fais comme si la personne n'était pas là, qu'elle n'existait pas.
Donc, t'as des gens, ils en sont là au niveau politique. Donc, si t'as un baromètre d'abstention à du 80%, je te garantis que t'es très mal, hein, au niveau sondage et crédit aussi qu'on t'accorde. Tu vois? Et donc, c'est là qu'on devient tyran et qu'on oblige par des règles les gens à obéir, mais ils ont plus envie. Donc, t'es déjà sur ta fin, toi, hein. Et ça, c'est un petit prélude pour la chute de l'Empire romain. Donc, bref, j'en termine avec ce film. N'allez pas le voir, pour moi, c'est une bouse. Maintenant, peut-être que le film est bien fait par rapport au livre et que le livre est une bouse dans son contenu, mais je trouve que, enfin voilà, faut arrêter de caricaturer tout le monde, même si on a choisi un camp. Ça dessert tout le monde. Enfin, ça dessert même son propre camp quand on entre trop autant dans la mauvaise foi. Comme j'avais dit il y a très longtemps, la mauvaise foi, c'est la religion du diable. Donc attention, hein. Alors ensuite, donc là j'ai parlé de Reconnu coupable, le match du Kremlin, Nuremberg. Qu'est-ce que je suis allé voir aussi qu'il est important de parler. Ah oui, oui, il y en a d'autres dont je ferai une seconde vidéo parce qu'il y en a plusieurs. Mais juste ici, Sadman. Alors, j'ai attendu longtemps avant de regarder la deuxième partie parce que voilà, je voulais garder l'enthousiasme. Et donc, je n'ai pas regardé dès que c'est sorti. Mais voilà, je suis relativement déçu parce que pour moi, la première saison était assez exceptionnelle. Même s'il y a des moments qu'on va dire plus fades parce que c'est des histoires plus isolées par rapport à la grande histoire qui a été faite. On retrouve cette façon de fonctionner dans le 2. Sauf que la grande histoire, elle est beaucoup moins intéressante. Juste simplement le début, quand Lucifer donne la clé de l'enfer à Morpheus, ça garde une grande puissance philosophique. Et donc ça, c'est très intéressant, on va dire le début de la deuxième saison. Maintenant, l'histoire principale, elle est basée sur Orphée, qui est le fils de Morpheus. Et Orphée, effectivement, dans la mythologie grecque, bah, il est amoureux d'Eurydice et enfin, voilà, il veut aller la chercher en enfer et il se passe ce qui se passe, il se retourne, un peu comme dans Sodome et Gomorre, il se retourne et il ne pouvait pas se retourner et donc il se condamne. Donc ça, c'est connu dans la mythologie grecque. Maintenant, il y a une très grosse faute qu'il faut souligner quand même, c'est que Morpheus n'est pas le fils de Cronos, hein. Chronos, c'est le père de tout le monde. Tu vois, Chronos, c'est le temps, ça a donné chronomètre d'ailleurs. Voilà, chronologie, tu vois, logique du temps. Voilà. Enfin, logos du temps. Et, euh, et en fait, oui, Chronos, c'est le père de Zeus. C'est un titan, Chronos, dans la mythologie grecque. Et d'ailleurs, pour que vous compreniez la subtilité et que les Grecs parlaient en métaphore, donc il faut toujours déchiffrer, hein, c'est comme du codage, il faut toujours déchiffrer. Euh, Chronos, il mangeait ses enfants parce que le temps nous tue. Vous voyez, on vieillit avec le temps. Donc Chronos, on dit chronophage, tu vois. Et donc Chronos, il mangeait ses enfants. Mais c'était un titan. Les titans, c'est des notions bien plus vastes que les dieux. Les dieux sont plus concentrés, individués, moins que nous les humains, donc ça, ils restent notionnels, mais ils sont entre les deux, si tu veux. Ils sont moitié notionnels, moitié individués, alors que les titans, ils sont hyper notionnels. Par exemple, tu as Gaïa, la Terre, tu as Chronos, le temps, enfin, tu vois, c'est des trucs très larges. Et, euh, et donc, voilà, il y a une grosse faute, parce que Chronos, c'est le dieu tout puissant, enfin, le titan, pardon, je fais une faute. Mais voilà, et Chronos n'a rien à faire là, entre guillemets. On le voit dans la colère des titans à la fin, voilà, pour vous dire. Donc, si vous voulez être plus juste sur la mythologie grecque, regardez plus le choc des titans, la colère des titans, c'est plus juste. Ici, c'est pas juste. Euh, donc, je termine vite fait là-dessus. Les dieux vont faire une révolte contre les titans, et ils vont gagner. Et c'est pour ça que les dieux deviennent immortels. Parce ils ont vaincu Chronos. Chronos, c'est le temps. Donc, il y a plus, le temps n'a plus de prise sur les dieux, donc sur Zeus en particulier. Et donc, ils deviennent immortels. Vous voyez, donc c'est ça la subtilité. Pour la petite parenthèse. Alors, j'en reviens à Morpheus. Morpheus, c'est le fils de Nyx. Nyx, c'est la nuit. Voilà, la nuit. Et de Hypnos, pas de Chronos. Et Hypnos, ça veut dire le sommeil en grec. Et ça a donné l'hypnose, hypnotisé. Vous voyez? Et l'état d'hypnose, c'est un état de sommeil. Quand on se fait hypnotiser, ça crée une forme d'anesthésie. C'est pour ça qu'il y en a qui essayent. Bon, moi, je trouve que c'est un peu de apprenti sorcier. Tu vois,
c'est mieux la morphine, entre guillemets, c'est plus pragmatique, je dirais. Il y a des gens qui croient à ça, ça marche peut-être, moi j'y crois pas trop, mais bon, voilà. Mais l'hypnose serait la capacité d'anesthésier par des ondes, par l'esprit, par voilà, une personne et de la mettre dans un état de sommeil. Voilà, donc un anesthésiant, par exemple, si on doit vous opérer à un endroit particulier, il vient endormir l'endroit, c'est le cas de le dire, où vous allez être opéré, parce que si on ne met pas cet endroit en veille, vous allez avoir la douleur, parce que toutes les cellules vont se mettre à crier, si vous voulez. Envoyer une info au cerveau en disant alerte, tu vois, tout en même temps. Alors c'est pour ça que des gens s'évanouissent quand ils prennent feu ou quoi, parce que en fait, il y a trop de cellules qui envoient cette info en même temps, même quand on prend un trop gros coup, un trop gros choc, n'importe quoi. Le cerveau reçoit trop d'infos en même temps, il est surchargé, comme peut l'être un PC, donc il y a un bug ou quoi, donc il décide quoi de créer l'évanouissement de la personne, du sujet, parce que ce mode veille total permet une économie d'énergie, de batterie, comme pour un téléphone, un ordi ou quoi. Quand tu n'as plus assez d'énergie, il se met en veille pour garder le peu d'énergie qui lui reste, et c'est ce que fait le corps. Donc vous êtes déjà dans un très sale état quand vous vous évanouissez, il faut comprendre. Hein. Vous êtes dans un état où vous devez très fort récupérer, parce que vous n'êtes pas loin de la fin. Voilà. Alors, donc voilà, ça c'était pour la mythologie. Donc Morphée, c'est le fils d'Hypnos et de Nyx. Donc ça c'est une petite partie où il va voir son père et sa mère qu'on voit. Et je vais dire la déception, c'est que ça a été un peu trop woke la deuxième saison. C'est-à-dire que moi je suis ouvert d'esprit pour la différence, etc. Mais j'aime pas quand l'idéologie elle vient forcer, si vous voulez. Tu sens qu'ils forcent pour te faire avaler leur propre façon de penser. Et moi ça me dérange un peu parce que ça se sent. Vous voyez, il n'y a pas une forme de neutralité où tu peux avoir tes convictions personnelles, mais tu les mets un peu de côté pour laisser la place de manière assez équitable à tout le monde. Ici, on voit bien qu'on force vraiment sur les idéologies arc-en-ciel de gauche, si vous voulez. Et, ça pourrit un peu la fin de la série. Alors, on dit quand on veut piquer à son chien, on fait croire qu'il a la rage, et on voit un peu ça dans Sandman aussi. On voyait bien qu'ils n'avaient pas l'intention de poursuivre, comme on l'a vu avec le film Le Joker aussi. Et donc, pour ne pas laisser un genre de trauma positif, on dégraisse vers la mauvaise qualité, on va dire, pour bien terminer et que les gens s'en souviennent pas. C'est un peu comme en relation de couple. Si tu veux pas traumatiser la personne que tu comptes quitter, t'es moins agréable, tu vois, t'es de plus en plus désagréable pour que l'autre se dise ça devient nul et tout. Et puis finalement, c'est l'autre qui te quitte à ta place. Comme ça, t'as vraiment pas de culpabilité, tu vois. Et voilà, il y a des gens qui font ça. Euh, Parfois, ça marche pas parce que les gens sont accrochés aux souvenirs. Et même si tu deviens exécrable, ils restent accrochés aux souvenirs. Donc ça ne marche pas. Et voilà. Euh, moi, c'est un peu mon cas pour Sandman. La première saison m'a très grandement marqué. Donc malgré le fait que ça a un peu floppé sur la fin, je retiendrai quand même ce passage comme un très haut passage philosophique cinématographiquement parlant. Et voilà. Donc ça, c'était pour Sandman, qui est terminé, donc il n'y aura pas de suite. Mais j'ai adoré le concept, en tout cas, je le retiendrai. Et voilà, donc là, je parlais Sandman, Nuremberg, le mage du Kremlin, reconnu coupable. Et j'ai d'autres films ou séries dont je vais vous parler, mais pour aujourd'hui, ça sera bon comme ça. Et voilà, je reviendrai peut-être politiquement sur certains sujets. Je sais pas si on m'en parle, si on me le demande, parce qu'en ce moment, je fais plus beaucoup de vues. C'est vrai que je suis plus beaucoup là. Donc je comprends très bien. Mais bon, je n'ai pas envie de faire trop d'efforts dans le vide, puisque c'est un peu ce que j'ai fait très longtemps. Et donc ça me fatigue un peu. Donc voilà, si je fais des vidéos à 50 vues pour faire des analyses poussées, je vais pas continuer, quoi. Donc voilà, je vous laisse passer une bonne nuit.